cette chaîne ou presque. Alors à la fin de cette vidéo, je vous enjoins juste d'aller jusqu'à la fin, ou alors si vous en avez marre, vous passez en lecture accélérée. Je vous annoncerai les prochaines vidéos, dont une enfin toutes celles de juin, et dont vous verrez, il y a des petites nouveautés, des choses que j'avais envie de faire, des choses que je présentais en podcast et que je vais faire aussi un peu en vidéo. Voilà, on va commencer le point lecture de mai. Sachant que dans le book haul de juin, je vous montrerai en rattrapage très vite, puisque j'en aurais parlé là, des livres que j'ai récupérés et je vous expliquerai comment je les ai récupérés. En fait, une des librairies que je fréquente régulièrement, en fait, a réouvert une livraison à domicile à la fin avril, et donc j'ai pu racheter des livres à mon libraire, un libraire indépendant, et donc je me suis dit, bah tiens, autant supporter mes libraires et être livré. Donc on me livrait en bas de chez moi. Ouais, ça fait un peu feignasse, mais confinement oblige. En plus la librairie était beaucoup plus loin qu'1 kilomètre de chez moi. Donc je me suis dit, bah voilà, je soutiens, je lis des nouveaux livres, et puis voilà. Bon, trêve de plaisanterie, ça aussi. Je signale aussi, le premier qui se moque de l'état de mes cheveux, il sort. Je vous le dis. Parce que là, je suis à la limite de porter que des chapeaux et des casquettes jusqu'à ce que je retourne chez le coiffeur, sachant que mon coiffeur n'a pas de date avant la mi-juin. J'étais un peu malheureuse. Bon, je vais vous montrer toutes les bêtes là, parce que vous allez vous dire, mais c'est pas possible, elle avait tout lu. Vivi. Et j'ai fait même une relecture, sachant que j'ai eu un rythme de lecture assez dense. Oh punaise, c'est bon. Je sens que ça va se casser la figure, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai essayé de maintenir le truc un peu comme je pouvais, donc je vais vous montrer ça comme je peux. Vous voyez, vous arrivez à voir à peu près tous les bouquins. Voilà, bah c'est très bien, parce que moi je vais les reposer. Donc je vais en mettre un peu un tas à droite, un peu à gauche, parce que sinon je sens que ça va poser un problème. Vous inquiétez pas, je vais rapprocher une chaise à côté de moi pour pouvoir les piocher par ordre de lecture. Donc si vous me voyez faire du grand n'importe quoi à un moment donné pour chercher les bouquins que j'ai lus, vous inquiétez pas, ça va être très long. Je sens que cette vidéo est très décousue. Sachant que j'ai lu le premier, ça devait être j'ai triché, hein, j'ai commencé le 27 ou le 28 avril pour le mois de mai. Parce que j'avais déjà tout lu mon mois d'avril, donc en fait en gros ouais, j'ai pris de l'avance et je sais pas pourquoi j'ai bouffé, donc voilà, il y a des mois comme ça où je mange les bouquins, pourtant je suis toujours en télétravail, mais bon, pendant mes heures de trucs, et puis en plus il fait jour de plus en plus tôt, donc le Généralox se lève de plus en plus tôt. Voilà, et donc le matin on va sur le balcon avec le Généralox parce qu'il veut voir les oiseaux, il y a ses copains, voilà, il y a sa copine la tourterelle, il y a le truc qui fait depuis 4h30 du matin. Voilà, donc nous lisons beaucoup. Enfin, je lis, il regarde les oiseaux. 3 minutes pour dire que des conneries, c'est super. Alors on commence tout de suite. Premier livre lu, ça s'appelle Le Faiseur d'Histoire de Stephen Fry, chez Les Moutons Électriques. Alors, c'est une uchronie très british. Là, je vais la montrer à l'écran quand même. C'est une uchronie très british qui est vraiment barrée. Voilà. Alors, ça a beaucoup d'intérêt dans le sens où en fait, vous avez Léo et Michael. Un est un thésard, l'autre est un vieux professeur de sciences qui, en fait, a une idée révolutionnaire, a trouvé une idée révolutionnaire de remonter dans le temps et de refaire l'histoire. Donc en gros, leur idée première, c'est grâce à la copine de Michael qui a, en fait, ils ont inventé une espèce de pilule préservative, enfin bon bref, et donc ils ont décidé de remonter dans le temps pour tout simplement faire en sorte que Adolf Hitler, vu le drapeau sur le Big Ben, ne naisse jamais. Donc pas trop mal réussi, hein, à part l'histoire, si on la touche, bah visiblement elle se venge, hein. Enfin, je sais pas si elle se venge, mais en tous les cas c'est bien, parce qu'en fait ils créent un nouveau dictateur qui est encore plus rusé et plus retors que l'était Adolf Hitler. Est-ce possible, bon, bref, vous verrez bien. Donc dans ce roman, il y a de tout. Il y a le voyage dans le temps, les explorations, il y a une romance, alors il y a une romance un peu gaie, il y a une histoire d'amour complètement imprévue, il y a toute une explication sur un faux juif et un vrai nazi, enfin bon, bref, il y a beaucoup de choses. Je dois avouer que c'est vraiment très barré, et j'ai pensé
assez souvent, alors pas du tout pour la thématique, hein, mais pour la façon de faire d'un poisson de Wevanda. C'est-à-dire que cette uchronie part en live. À un moment donné, c'est... Au début, ça part, on va pas dire carré, hein, c'est british, donc ça part bien, voilà, et puis tout d'un coup, vous savez pas pourquoi ça part, mais en sucette complètement, ça revient bien, puis ça repart en sucette. Il y a aussi, il faut le signaler, des changements de style de l'auteur qui visiblement... Alors moi j'ai adoré, je dois avouer que les têtes de chapitre me plaisent beaucoup, parce que j'aime beaucoup cette police de caractère. Oui, bon bref, voilà. Police de caractère en question. Alors là, vous avez caractère normal, vous lisez, etc. Puis tout d'un coup, paf, vous vous retrouvez dans une version scénarii. Ça peut dérouter. Alors moi, pas du tout, mais ça peut dérouter certains lecteurs qui sont un peu à cheval sur les formes, sur la forme d'un roman, etc., qui peuvent être très contrariés par une faute d'orthographe, une virgule mal placée ou quelque chose qui va pas. Hein. Je vous le dis, il y en a qui pinaillent sur ce genre de truc. Bon, enfin, à part les fautes d'orthographe, vraiment. Alors les coquilles, franchement, bon, ça, je me dis, oh, il y en a eu là. Mais il y en a dans tous les livres, donc on va pas s'exciter. Donc, le faiseur d'histoire de Stephen Fry, si vous aimez les histoires un peu loufoques, les uchronies, et puis alors surtout, oui, il faut que je lui dise ça. Il faut connaître et aimer la subtilité et l'humour linguistique anglais. Voilà. Si vous aimez pas, il y a des choses qui vont vous échapper, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc franchement, première bonne lecture. Je vais essayer de le blaser quelque part ou je peux le récupérer tout à l'heure. Voilà. Autre livre lu, Les Retombées, enfin le deuxième, vous avez vu, un livre, petit bout. Les Retombées de Jean-Pierre Andrevon. Donc c'est chez le passager clandestin, c'est ce fameuse série, les dystopiques, que je suis en train d'accumuler. Voilà, j'ai découvert cette collection-là chez eux et j'adore. Donc cette fois-ci, on est en fait c'est en 79. Il imagine un incident nucléaire en France et on va suivre 5 personnes, dont un des personnages qui est celui qui raconte. Et en parallèle, un peu le sauvetage qu'essaye de faire l'armée de ces gens qui sont sur les routes, un peu comme un exode, mais qui devance ou... Enfin, en tous les cas, qui fuit la catastrophe. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Voilà. Et il y a beaucoup de mensonges d'État. Et en fait, c'est vraiment le secret et les mensonges d'État qui sont évacués dans ce livre-là. Ça m'a fait penser beaucoup. Alors, c'était en 79. Hein, ça m'a fait beaucoup penser à tout ce qu'on nous a dit quand... les vieux comme moi. On nous a dit non, mais le nuage de Tchernobyl, il n'est jamais arrivé en France. Non, il s'est arrêté à la frontière. Et alors on lui a dit non, monsieur, toi tu rentres pas chez nous. Voilà, donc c'est. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, il y en a qui, en 79, avaient déjà prévu le gros, gros mensonge. Les retombées, excellent. En plus, il y a une galerie de personnages qui sont vraiment bien. Autre livre lu, alors. C'est pas. Je vais pas dire que c'est une déception. Oui, c'est une petite déception. C'est pas point de vue de l'histoire, ni de l'écriture de l'auteur, c'est moi. C'est-à-dire que véritablement, quand j'ai lu la 4e de couverture et que j'ai commencé à lire, je m'attendais à quelque chose. Et est-ce que c'est moi qui... Bref. Les machines fantômes de Olivier Baquet chez La Talente. En fait, on est en présence de 4 protagonistes qui sont très très différents. Et d'un homme un peu mystère, qui est d'ailleurs le frère d'un d'eux, qui s'appelle à la fois Hans et Joachim, alternativement, qui en fait... Ils sont propulsés dans une histoire de quelqu'un qui veut leur imposer l'intelligence artificielle. À tout prix, en fait, en gros. Parmi ces vies qui vont être brisées ou qui vont être endommagées, ils vont se liguer pour arrêter ce fameux Hans Joachim. Et on va suivre justement cette traque, en tous les cas, ou en tous les... Ouais, de cette fuite aussi, de ces personnages et de tout ce qui va aller avec. Alors, je disais que c'était un truc un peu bizarre parce que... je sais même pas comment je vais expliquer ça en fait. Le début qui passe d'une histoire à l'autre me plaisait beaucoup. Jusqu'à ce qu'on arrive au petit complot là.
Et à partir du petit complot, à un moment donné, j'ai décroché. Je sais pas, j'arrive même pas à m'expliquer pourquoi. Ce côté intelligence artificielle, ce type-là qui essaie de faire, qui est pas foncièrement une pourriture, mais voilà. Bon, je vais pas vous raconter la fin, sinon ça va. Alors, je me suis accrochée, je vous assure. Je suis arrivée jusqu'à la page à peu près de. Je l'ai noté d'ailleurs en bas. 212. Non, 211. 211. Jusqu'à 211, je tenais encore. Et après, les 230 pages qui ont suivi, je me suis accrochée. Je voulais pas le lâcher parce que c'est quelque chose que j'avais acheté véritablement parce que je sentais que c'était quelque chose qui me plaisait. Euh, alors, il y a beaucoup... Il y a de l'humour, il y a beaucoup de mélancolie aussi, il y a un peu de résignation dans ce bouquin. Et j'aime beaucoup, hein, les thématiques me plaisaient. Mais j'ai trouvé à un moment donné que c'était un lambiqué, où il y avait quelque chose vraiment qui m'a paumé, mais alors qui m'a paumé. Et j'ai jamais pu raccrocher les wagons. Alors, vous me direz, j'étais en train, si vous voyez les podcasts sur le cinéma, j'étais en train de regarder des films, je rattrapais mon retard film. Et j'ai regardé des films un peu anxiogènes, la fille complètement débile. J'avais lu Le Faiseur d'Histoire, qui était quand même... voilà, c'est une grenouille, mais bon, là, c'est quand même un peu de science-fiction. Je me suis dit, c'est quand même pas ancré dans la réalité. Donc, je pense pas que ça soit à cause du confinement en lui-même. Mais ça m'a paumé, voilà. Donc, je l'ai marqué, je l'ai mis de côté parce que je voudrais le relire. Je me suis noté donc la page. Je la reprendrai peut-être 2-3 pages avant, parce que je veux relire la deuxième moitié qui m'a paumée, et pour laquelle j'ai persévéré, mais lourdement, parce que je suis sûre que c'est un roman qui va me plaire beaucoup, mais il y a quelque chose qui m'a paumée. Je sais pas, je pourrais même pas vous dire. C'est même pas la façon de l'auteur, au contraire, moi je trouve que son écriture est vachement bien. Il y a des digressions, il y a des choses surprenantes en plus, parce que justement ce Hans Jonakin, il est assez surprenant, moi j'aimais bien. Mais voilà, bon, donc si vous l'avez lu, Les Machines Fantômes de Olivier Paquet chez La Talente, je voudrais bien savoir ce que vous en pensez, ou si c'est moi, ou effectivement c'est trop dense, il y a trop de choses, je sais pas. Alors, alors les deux nouveaux, une ils sont où ceux-là, voilà. Alors, ils rentrent, je le fais par ordre chronologique de lecture, attention. Hein. Ils rentrent dans le cadre, et vous verrez sur la chaîne la vidéo que j'ai faite pour le Club des Noctambules, qui est organisée par les chaînes de Sabrina, donc Call Me Sab, et par Perrine de Read Trip. Elles avaient prévu de lire dans la nuit du 2 au 3 mai. Ouais, 2 au 3 mai. Bref, allergie antihistaminique, Lisa dodo. Et donc Lisa a décidé de lire tout le dimanche, donc je l'ai très bien expliqué dans la vidéo, donc je ne vais pas y revenir. J'ai lu tout le dimanche et tout le dimanche soir et tout le lundi soir, jusqu'à très tard, pour finir les deux que je m'étais prévus donc dans la nuit des Noctambules. Donc Lebenstunnel de Oksana Hope en premier. Enfin, je vais en parler vite fait, mais bon voilà. Alors on est en présence... au XXIIe siècle de Christa, une jeune femme qui vit en fait sous le régime hitlérien qui a gagné et qui a établi ses règles. Voilà, régime arien tout à fait classique, hein, voilà, qui vit tout à fait normalement, etc. Et un jour, elle croise une femme qu'elle suit, comme ça, dans les bas-fonds de Germania, et elle va découvrir une vie parallèle, c'est-à-dire même pas une vie, une population parallèle, une cité parallèle, avec tous les rebuts, entre guillemets, de ce que le régime nazi, enfin le régime hitlérien ne voulait pas. Donc elle va petit à petit, alors c'est l'intégrale hein, que j'avais, donc moi j'avais carrément pris l'intégrale. Vous le savez parce que je vous ai plusieurs fois monté le livre en me disant ah, je vais pas le lire. Alors je vais le lire à Noël, je ne l'ai toujours pas lu, et donc là je me suis dit je vais le lire parce que ça me... Il y a 3 tomes. Le premier... j'ai trouvé fort bien, parce que j'ai trouvé que l'auteur, donc Oksana Hope, inventait elle avait une bonne invention, elle avait des bonnes perspectives, elle trouvait des trucs assez sympas. Et je me suis dit, oula, là c'est pas mal, etc. Bon bref, l'histoire de Christa, c'est basique, hein, attention, hein, des dystopies comme ça, ou on en a vu des milliers, des uchronies, et voilà, c'est un truc, surtout sur ce sujet-là, il y en a un magnifique, je ne sais plus où il est, qui s'appelle, je vous l'ai déjà dit 500 millions de fois,
qui est là, qui s'appelle Vastika Night, de Katharine Bederkin, qui est pour moi un des plus grosses claques que j'ai pris alors que le truc il est comme ça. Donc j'ai lu les... Alors premier tome, pas de problème. Bonnes inventions, les personnages sont pas mal, le côté dessus-dessous, Krista qui s'y aventure, qui découvre une nouvelle vie, des nouvelles personnes, qui va se lier avec certaines personnes, notamment un certain garçon qui s'appelle Elias, où il y a une mamourette, mais enfin, c'est pas ce qui m'a dérangé en plus. Hein. Voilà. Évidemment, il y a un cliffhanger à la fin du premier tome, donc on se dit, oh, on y va. Deuxième tome, j'ai trouvé ça long. C'est pas possible, quoi. Et en plus, l'auteur, ce qui m'a... Alors là, ça m'a gêné pour le coup, c'est que les inventions, les bonnes trouvailles qu'elle avait dans le premier tome, elle les a, mais pas du tout exploitées ou pas suffisamment. Et là, on se contente des personnages, c'est ils fuient, ils courent, ils sont kidnappés, ils fuient, ils courent, ils sont kidnappés, ils fuient, ils courent, ils pas. Voilà. Deuxième cliffhanger à la fin du tome 2. Alors déjà, le tome 2, j'ai trouvé ça un peu long. Alors le 3, au début, mais qu'est-ce que c'est long, dans de petits bonhommes. Je me suis emmerdée, mais royale, au début du 3e. Les 100 dernières pages, je me suis dit, bon, il faut persévérer. Alors, je persévère en ce moment. Donc, je me suis dit, je vais persévérer. J'ai quand même, merde, maintenant que tu l'as commencé, il faut le finir. Les 100, 150, ouais, 150 dernières pages sont bien. Et là, je me suis dit, ah ouais, voilà, bien. Voilà. Bon, ça clôt, hein, attention, il n'y a pas de révolution là-dedans. Hein, mais c'est pas mal. Alors, on va dire qu'il y a bien, sur tout le truc là, il y a donc, je sais pas combien, parce que c'est rapide, hein, le livre 3, il y a 50 pages, hein, voilà. Donc moi, en gros, la fin du livre 2, ouais, et le livre 3. J'ai trouvé qu'il y avait des pages en plus, donc en fait, il fait presque 900 pages. Vous lui amputez 350 pages et ça va, quoi. En gros. Il y a de la taille, hein, à faire. Donc après, ça se tient, l'histoire, etc. Mais je vous dis, je m'attendais à beaucoup, beaucoup mieux. C'est ça le problème. C'est un peu comme... mais largement... Alors, les machines fantômes, c'est 4 ou 5 crans au-dessus. Là, c'est vraiment au-dessous pour moi. C'est-à-dire que vraiment, quand j'ai lu le 4e de couverture, je me suis dit, ah ouais, ça va être bien. Et alors là, punaise. Avec toutes les trouvailles qu'il y avait à l'intérieur et les possibilités énormes du début, là, du début du tome 1, le tome 2, ça a été long, et le 3, voilà, le 3, ouais, le livre 3, où il y a écrit Krista, machin, Krista, hélas. Voilà, les 100 dernières pages, voilà, les 100 dernières pages du 3 me vont, mais alors le reste, voilà. Lemons Tunnel, Oksana Hope. Je sais pas, la maison d'édition, je l'ai eu chez France Loisirs. Autre livre, alors là, pas du tout, pour le Club des Noctambules, hein, qui m'avait été recommandé par ma copine Justine, qui s'appelle La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourleva. L'histoire de Tomek et Anna. Eh ben, c'est un voyage initiatique, je vais pas répéter 20 fois, vous verrez la vidéo. C'est un très beau roman initiatique jeunesse. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, je trouve. C'est mignon, c'est poétique, c'est tendre et difficile à la fois, mais je trouve que l'histoire, il y a des surprises, il y a des petites choses, et puis cette rivière à l'envers là, qu'il remonte pour essayer de trouver, enfin voilà, donc hein, donc autant j'ai adoré la rivière à l'envers, autant Lemons Tunnel, voilà, pour moi il y avait au moins, honnêtement, il y a la moitié à élaguer, là il n'y a aucune chose à élaguer, et c'est l'intégrale. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. C'est chez PKJ. Voilà, donc franchement, c'est un très joli petit roman. Je sais pas sur quel... c'est un jeunesse, hein, c'est un pocket jeunesse, mais je sais pas à quel âge ça peut être fait. Mais franchement, si vous avez gardé votre âme d'enfant, si vous avez un côté Peter Pan, là, un peu comme moi, merci les géniteurs, c'est un très très joli... Moi, j'ai adoré, hein. Franchement, je l'ai bouffé dans une soirée, donc, comme quoi, voilà. Alors on passe à ceux que j'ai eus, ou on passe à la relecture. En fait j'ai fait la relecture en parallèle, on va parler de la relecture. Votre attention s'il vous plaît. Ah oui non mais là j'annonce. Hein. En 2008, à l'été 2008, enfin en vérité, non.
En juin 2008, je faisais des recherches sur quelque chose, sur des contes dans le Berry, et je suis tombée sur une conteuse qui avait travaillé sur le sujet. Et je me suis aperçue que la conteuse en question avait fait un roman. Donc j'ai commencé à regarder son roman, et le roman en question s'appelait La Tache Verte. Je vous le mets en gros plan. La Tache Verte, et si la vie végétale n'existait plus au pays des mille étangs. Vous voyez, ouais. Anne Labbé, donc chez Alice Liner Édition. Et je me suis dit, quand j'ai vu la 4e de couverture, et puis il y avait écrit Berry, mille étangs, moi ça me parlait. Donc je me suis dit, oh, je vais le lire, je vais l'acheter. Est arrivée la canicule d'août, et confinée à la Casbah, confinée, il va falloir que j'arrête de me dire ce mot, mais collée à la Casbah, parce qu'il faisait 35 dans la maison et 43 à l'extérieur, et quand vous vivez dans la cité phocéenne, à moins de vivre dans l'eau, c'est un peu compliqué, et moi je crevais de chaud. Donc j'avais la tête sur le ventilateur avec de linge mouillé, comme les vieux, pour essayer de respirer. Donc je me suis dit, t'as rien d'autre à faire que de t'allonger sur le carrelage pour essayer d'avoir moins chaud et de lire. Voilà, donc tu vas bouquiner, donc tu vas lire ce petit pavé-là, qui fait à peu près 500 pages, je crois. C'est 400 et des poussières. 482. Et alors là, j'avais pas la chaîne à l'époque, et si j'avais eu la chaîne, je vous aurais dit coup de cœur de l'été, et voire dans le top 5 de l'année 2008. On est en présence en fait on est en 2150, le monde a été ravagé, c'est juste un gros désert, survivent des fermes tours où tout est génétiquement modifié, on bouffe des pilules, tout est fait, tout est fait avec des pipettes, des machins, enfin en labo, enfin c'est que du bonheur. Et donc vous avez Célio, un jeune botaniste brillant qui fait partie d'une lignée de botanistes qui va être envoyé parce que tout est aride, tout est moche, c'est ferme tout. Seulement, il y a une petite une grosse tache verte qui perdure et personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on a supposé que tous les gens qui étaient dehors étaient morts, etc. parce qu'ils avaient été... voilà. Et ils vont envoyer plusieurs botanistes et Célio est un de ceux qu'ils envoient parce que les autres ne sont jamais revenus. Bon, en gros, on ne sait pas ce qu'ils se sont devenus et... enfin, on va savoir. Et, et donc Célio arrive, etc. et se rend à la lisière de cette tache verte. Et quand il va... Bon, il y a une péripétie qui l'amène à rentrer dans la tache verte. Et en fait, il va arriver au milieu de nature et là, il va voir des animaux, alors que les animaux étaient censés plus du tout vivre sous forme sauvage. Et il va se confronter à des hommes qui sont là, dans une petite communauté qui célèbre le retour à la nature, qui est avancée, hein, c'est pas des Cro-Magnons non plus, mais qui ont une vie, qui ont adapté leur vie dans cette tache verte, etc. Et qui vivent avec les très intelligentes magiciennes, les fées, alors, on voit que Anne Labbé est une conteuse et qu'elle connaît ces légendes du Berry et des mille étangs parce que c'est d'une poésie. Les descriptions sont magnifiques. Il y a du romanesque, il y a de l'écologie parce que Anne Labbé, j'ai la chance de l'avoir connue en dehors, on a papoté, etc. C'est une belle âme et une femme magnifique, au tous les sens du terme, et qui a une vision sur l'écologie, elle fait partie d'une famille de conteuses sur 4 générations, donc elle connaît les légendes, elle connaît la possibilité de vivre comme ça en harmonie avec la nature, avec les herbes, avec les plantes, avec les fleurs, avec tout ce que vous voulez. C'est vraiment une ode à la vie, une ode à la... Il y a Angeline, là, c'est Angeline. Il va rencontrer Angeline, qui est une petite fille, etc., qui a des dons de guérisseuse. Enfin, il y a plein de péripéties. Et donc, Célio va être amené à côtoyer tous ces gens. Lui qui sort de cette ferme tour, où pour lui, il n'y a que le côté... modification, aseptisé, tout est stérilisé, tout est sous cloche. Là, c'est pas sous cloche, hein. Voilà. Donc, tout le monde met sa main à la pâte. Il y a beaucoup de choses on apprécie les personnes âgées. Les personnes âgées sont intégrées, etc. Il y a beaucoup de réflexions dans ce livre-là. C'est vraiment c'est un petit bijou. Si vous aimez
tout ce que je peux avoir cité. Alors déjà, si vous aimez les romans d'anticipation, si vous aimez le côté écologie, mais écologie pas-style, attention, hein, si vous mangez de l'avion, vous allez tuer la planète. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment le rapport avec la nature, avec les légendes, avec l'humanité. Voilà. Je dirais qu'Anne Labbé est une grande humaniste qui a décidé de mettre tout ça dans un bouquin. Donc La Tache Verte est mon gros coup de cœur de l'été 2018 et mon gros coup de cœur de l'année 2018, franchement. Et j'avais envie de le relire parce que je le trouve tellement beau. Et je me suis dit, tu le connais quand même, tu l'as déjà vu, parce qu'il y a les Marthes, les Lupeux, les Lutheux, etc. Je me dis quand même, tu connais tout cet univers-là, tu vas pas y remettre un coup. Et je me suis laissée réembarquer. Il y a des descriptions. Angéline a un cocadrille sur lequel elle vole. C'est magique. Voilà, c'est un livre magique. Franchement, je pense que c'est destiné à tout public. Si ils sont trop petits pour lire, vous pouvez leur lire parce que je pense qu'ils vont accrocher. C'est tellement trop joli. Voilà, La Tache Verte d'Anne Labbé. Franchement, voilà, c'était ma relecture. Alors, on passe au nouveau, que vous n'avez jamais vu. Alors, premier livre lu. Et lequel? Ah oui. Alors, La Tache Verte était un des coups de cœur de 2018. Vous savez que depuis le début de l'année, j'ai eu À crier dans les ruines, qui est juste là, vous voyez le truc tout jaune là, de Alexandra Kostelik. Et alors, dans la version 2020, dans le top 20, il va falloir vous appeler Alexandra. Désolée les auteurs, hein, en gros. Parce qu'après le coup de cœur de Alexandra Kostelik pour À crier dans les ruines, qui est une merveille, différent, très différent, mais qui a été mon deuxième coup de cœur de l'année. Hein. J'en ai pas beaucoup. Hein. Alors très peu, lui il a été pas loin. Hein. Ce lien entre nous de David Joy, c'est ça. Hein. À mon avis, il sera dans le top 10, mais voilà. Mais le deuxième coup de cœur, c'est celui-ci. Alexandra Schwarzbrod, donc Les Lumières de Tel Aviv, chez Rivage Noir. Oui. En fait, c'est quelqu'un que je suis sur Instagram depuis quelques temps. Et je voyais qu'elle avait fait passer pas mal de livres, notamment Un cycle sur Israël. Et il y en avait un qui m'a attiré qui s'appelait Le songe d'Ariel. Et je me suis dit, tiens, il te manque... j'étais en train de relire La Tache Verte, j'avais encore des livres à lire, hein, mais j'avais envie d'autre chose. Et comme j'ai vu que les libraires pouvaient livrer, je me suis dit, je vais regarder. Et en fait, de tous les livres qu'il avait de Alexandra Schwarzbrod, il avait que celui-là en stock, parce qu'en fait, il ne livrait que les livres qu'il avait en stock, forcément. Donc je me suis dit, écoute, tu vas commencer par le troisième, parce qu'en vérité, il y a d'abord Adieu Jérusalem, Le songe d'Ariel et Les Lumières de Tel Aviv. Donc arrive, je me suis dit, je vais le lire ce soir. Et je l'ai commencé très tard le soir. Bon, je suis allée me coucher parce que j'avais les yeux qui tombaient, pas à cause du livre, hein, mais parce que j'étais fatiguée. Et le lendemain matin, à 4h30, j'étais debout. Et de 4h30 jusqu'à ce que j'embauche, je n'ai pas arrêté de le lire. Et en fait, je l'ai bouloté. Alors, on est en présence de 6 personnages. En fait, c'est un roman un peu futuriste d'anticipation, on va dire, qui se passe donc sur les terres d'Israël, mais cette fois-ci, il est scindé en deux. C'est-à-dire qu'il y a le Grand Israël d'un côté et Tel Aviv de l'autre. Alors, d'un côté, le Grand Israël est séparé par un grand mur, et régi avec des rites et des lois très strictes. C'est très intégriste, on va dire. Très réglementé, etc. Et de l'autre côté, Tel Aviv est en fait, on va dire, la ville de repli de tout ce qui est résistance, mixité, comment expliquer, tous les gens qui refusent ce diktat du Grand Israël sont là-bas. Le Grand Israël est, lui, quant à lui, aidé par la Russie, qui lui fournit des robots pour surveiller sa frontière, qui ingère beaucoup dans la politique intérieure du Grand Israël. Et de l'autre côté, vous avez les résistants, ceux qui ont fui, ceux qui ne voulaient pas se soumettre à ça, etc. Bon, bref. Et on va suivre 6 protagonistes, en fait, Eli, Anna, Raïm, Moussa, Malika et Isaac, qui vont, pour des raisons assez diverses, vouloir traverser le mur et arriver jusqu'à Tel Aviv ou repartir. Vous comprendrez.
Et en fait, chacun a une histoire déjà et une idée de pourquoi il veut partir. Raïm, lui, est un juif orthodoxe assez englué dans sa religion, mais qui tout d'un coup découvre quelque chose qui le perturbe et qui le pousse à partir alors qu'il n'avait pas de raison de fuir ailleurs. Anna aussi a un passé assez tourmenté et s'est résignée à quelque chose, mais à un moment donné, la résignation n'en peut plus. Moussa et Malika sont des jeunes Palestiniens qui veulent fuir aussi de l'autre côté vers Tel Aviv. Isaac est un des aides du Premier ministre du Grand Israël, qui lui aussi découvre quelque chose, mais il a un moteur qui est plus romanesque et romantique que les autres. Il y a Ellie qui lui est à Tel Aviv et qui va faire le chemin inverse, en gros, pour une raison aussi à la fois politique et romantique. Donc, alors c'est un livre qui alterne les personnages. Chacun est lié l'un à l'autre. D'ailleurs, les liens sont subtilement donnés, mais ils y sont. Et petit à petit, on arrive à bien comprendre comment tout le monde s'imbrique. Alors, c'est pas parce que... Contrairement à Crier dans les ruines, qui était un espèce de coup de poignard toutes les 5 minutes, c'est beaucoup plus subtil dans Les Lumières de Tel Aviv, parce que en fait, tous les personnages sont attachants, et tous nous font vivre des émotions qu'on pourrait vivre nous. Et je pense que c'est ça la force de ce roman-là, et c'est pour ça que j'ai eu un coup de cœur, c'est que Alexandra Schwarzbrod le distille doucement, et petit à petit, les lumières de Tel Aviv nous attirent, et on se retrouve dans la peau de chacun des personnages, même si c'est pas du tout notre vie, notre pensée, notre croyance. Mais à un moment donné, vous vous retrouvez dans la peau que ce soit Isaac, Haïm ou même Moussa, etc. Et vous êtes là avec eux et vous vous dites « Oh là 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 !» Ou vous comprenez très bien la décision qu'il va prendre et vous vous dites « Mais vas-y, tu peux y aller. » Voilà, je me suis surprise 2-3 fois à faire « Vas-y. » Donc, voilà. Donc, en plus, il y a c'est très humain, et chacun va se révéler et va découvrir quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Haïm, quand il va arriver à Tel Aviv, il tombe sur une autre planète, hein. C'est un extraterrestre là, donc il tombe sur quelqu'un qu'il n'aurait jamais croisé, mais à qui il aurait peut-être jamais parlé de sa vie entière, et qui là va établir une relation. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses dans ce roman. Moi j'ai trouvé ça magnifique, et franchement, même si on a des a priori sur ces ultra-religieux qui établissent, et sur les résistants, malgré tout ça, les résistants ne sont pas tout blancs, et les ultra-religieux ne sont pas tout noirs. Et c'est ce que j'ai aimé à chaque fois. Voilà, il y a un personnage comme Isaac, par exemple, qui oscille, il ne sait pas où il est, à mal, lui. Mais à un moment donné, on a envie de lui mettre un coup de pied aux fesses, et de l'autre côté, on a envie de le serrer dans ses bras. Donc, vous voyez, toute la plume qui a fait que c'est vraiment un deuxième coup de cœur. Donc Les Lumières de Tel Aviv de Alexandra Schwarzbrod. Je vous le dis tout de suite, j'ai acheté les 2 autres. J'ai commandé, et je vais aller le chercher au Drive. Le Songe d'Ariel et Adieu à Jérusalem, et je vais les lire parce que j'ai tellement aimé que je veux lire les 2 autres qu'elle a consacrés, enfin, sur le site qu'elle a consacré. Donc Israël, donc deuxième coup de cœur de l'année. Si vous vous appelez Alexandra, vous avez des chances pour le top 10 à la fin de l'année. Alors, autre livre, c'est un tout petit, des petits bouts. Je dis tout petit. Alors, petit, hein. Petit. Toujours dans la collection dystopique de chez, je pense, vous allez dire mes copains, Le Passager clandestin. Donc ça s'appelle Destination fin du monde. Oui, la débile qui lit ce genre de choses, je sais. Donc c'est de Robert Silverberg. Alors, c'est tout petit. En fait, c'est l'histoire d'un groupe d'amis qui est en plein milieu, de la fin du monde. C'est l'apocalypse dehors, hein. Il y a des tremblements de terre, il y a des... Bon bref, c'est l'apocalypse.
Bon, donc dehors c'est l'horreur, et eux, non, enfin, et ces gens-là n'ont rien trouvé de mieux que pour, entre guillemets, passer leurs vacances, ou comme dernière attraction à la mode. Alors au lieu d'aller au parc Astérix ou je sais pas où, au Puy du Fou, eux ils vont dans une simulation de fin du monde. Oui, oui. Et chacun de ces groupes d'amis, alors au début, il y en a un, il est tout content, ouais, putain, en fait, c'est moi, j'y suis allé, vous savez même pas ce que c'est. En fait, petit à petit, le groupe, petit à petit, les gens arrivent à ce fameux barbecue, enfin, en gros, et chacun a fait l'expérience de cette fin du monde, de ce logiciel, mais différemment. C'est-à-dire qu'aucun n'a la même fin du monde. Et ça pose quand même le problème. Perso, ça m'a posé un problème. Je me suis dit, mais c'est quand même une ironie, parce que les mecs qui sont en plein milieu du monde qui s'écroule, pas loin de chez eux, il y a des tremblements de terre, des virus qui éradiquent des pans entiers d'endroits dans le monde, etc. Et eux, ils s'amusent à se faire peur avec la fin du monde. D'où la réflexion quand vous êtes en confinement, de vous dire, ben en fait, l'être humain est assez particulier, parce que même si on lui dit qu'il va dans le mur, il continue à regarder des trucs ou à vouloir se paraître. Et c'est vraiment aussi paraître, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont vraiment, ils font les pans parce qu'ils ont vécu la dernière truc à la mode. C'est un peu comme les gens qui vous disent ah je suis allé à l'autre bout du monde, et en fait qui sont jamais sortis dans le camp ou qui ont fait que les trucs à incursion, mais ils sont allés. Voilà, ils ont fait 2 heures devant le truc, ils ont fait la photo vite fait, mais ils connaissent le pays. Donc c'est très ironique comme petit livre. Donc Destination fin du monde de Robert Silverberg. Franchement, c'est petit, mais ça fait cogiter la bête. Hein. Voilà. Alors, autre livre que j'ai lu. En fait, je vais inverser parce que je voudrais finir sur le plus... Ce sera pas le dernier... Enfin, non, j'ai dit que dans l'ordre de lecture. Ça suffit. Lisa, tu changes pas ton truc. Pourtant, Dieu seul sait que... Bref. Autre livre que j'ai récupéré par mes libraires, c'est La rafle des notables de Anne Sinclair chez Grasset. Alors, c'est un récit témoignage donc de Anne Sinclair. J'avais lu déjà son livre qui s'appelle 21 rue de la Boétie, qui parlait des grands-parents maternels. Et là, elle nous dresse, en fait, une partie de la vie de son grand-père paternel, qui s'appelait Léonce Schwartz, et de sa femme Marguerite, que tout le monde appelle Margot. Donc en fait, en gros, on les appelle Léonce et Margot aussi. Hein. C'est un peu intrusif, hein, je vais vous le dire après, mais voilà. Et en fait, elle nous explique cette rafle qui a eu lieu en 41, fin 41, et qui a amené 743 juifs français d'origine juive, plus exactement, qui ont été arrêtés par la police et qui ont été déportés, enfin internés dans le camp de Compiègne-Royalieu, qui était l'antichambre de Drancy, voire de Auschwitz. Et Anne Sinclair explique que dans sa famille, il y a toujours eu une espèce de part de mystère de comment Léon s'était sorti, comment il avait été arrêté, etc. Et donc elle s'est lancée dans cette quête, une quête de devoir de mémoire envers son grand-père maternel et sa grand-mère, et savoir comment cet homme avait été arrêté, lui qui était un notable, qui était bien établi, qui était français, etc. Et à travers l'histoire de son grand-père, dont elle a quand même très peu d'informations, sur lesquelles elle a très peu d'informations, même à la fin, elle retrace l'itinéraire de tous ces hommes qui ont été arrêtés, et surtout des conditions effroyables du camp, et de tout ce qui s'est passé, que ça soit au niveau de l'entraide comme au niveau de l'égoïsme, mais ça s'explique fort bien aussi, il faut dire. Parce que quand vous êtes confronté à l'horreur et à la haine et à l'incompréhension, parce que vous vous demandez qu'est-ce que vous faites là en fait, il y a des gens qui s'entraident, il y a des gens qui s'aident, et il y a certains qui ont peur et qui la peur motive en aidant, et la peur motive en étant égoïste et en se foutant de son voisin et de son prochain. Voilà. Donc ce petit récit court sur la vie de son grand-père, qui d'ailleurs j'ai été très émue qu'elle partage une très belle image de son grand-père. Elle dit que c'est une des 2 seules images qui restent de son grand-père, parce qu'elle nous fait alors
bien sûr qu'elle établit les conditions et ce morceau d'histoire du camp de Compiègne Royal-Lieu, etc. et de tout ce qui a été fait, mais je trouvais que c'était magnifiquement émouvant de la voir raconter au fil des pages, en filigrane, la vie de sa famille, la vie de son côté paternel, et la vie de Léonce et de Margot, parce qu'en fait, elle nous fait rentrer dans cette vie et elle nous offre ses grands-parents. Et moi, vous voyez, je suis touchée parce que j'ai trouvé que c'était... moi qui suis très... j'ai toujours été très proche de mes grands-parents, et même encore maintenant, ils me manquent beaucoup. J'ai trouvé que c'était très joli qu'elle puisse, comme elle avait fait dans 21 rue de la Boétie, qu'elle puisse nous donner accès à ses grands-parents, et notamment à Léonce et Margot, sous l'horreur qui est dedans, à l'intérieur de ce roman, de ce petit récit-là, mais qu'elle nous l'offre, et qu'elle nous fasse ressentir, et qu'on s'approprie son grand-père, en fait. Et alors c'est perturbant aussi, parce que on se dit c'est quand même son grand-père, mais... si on a eu des grands-parents qu'on a admirés, alors elle l'a pas connu, mais qu'on a admiré ou qu'on a idolâtré ou qu'on a enjolivé parce qu'on les a pas connus, qu'on nous en a parlé comme si c'était des merveilles, ce qui sont sûrement d'ailleurs. Je trouve que la rafle des notables est un sujet fort et c'est pas forcément le moins difficile. Je peux vous assurer que les mots d'Anne Sinclair sont très forts et qu'elle dresse un portrait en filigrane de la France de l'époque qui n'est pas toujours très reluisant, mais qui a quand même une humanité et qui a quand même de l'entraide. Et que malgré tout, il ne faut jamais perdre espoir, sinon c'est la noirceur qui gagne. Voilà, donc la rafle des notables de Anne Sinclair chez Grasset, franchement, si j'avais le courage, j'aurais envoyé une missive à Madame Sinclair pour la remercier, mais voilà. Non, je sais, j'ose pas jamais trop faire ce genre de choses aux auteurs. C'est rare, je l'ai fait 2-3 fois dans ma vie, c'est très très rare. Autre livre qui n'a aucun rapport, mais... Ah, alors c'est un très... Oh là là, l'enchaînement, je sais pas, enfin, bref, c'est le sens de lecture, hein, je suis désolée. J'avais envie de le lire parce que je suis Diane Ducré depuis longtemps, depuis qu'elle avait fait Femme de dictateur, etc. Et j'aime bien sa plume en général. Et quand j'ai vu qu'elle avait écrit La dictatrice, qui est donc chez Flammarion, et j'avais pas lu la 4e couverture, mais on parle de ce livre comme quoi c'était une femme qui allait accéder au pouvoir et qui allait tourner dictatrice. Alors, ah là là, mais comment je vais le dire enfin, alors, je vais d'abord dire que 1, l'histoire est bonne, 2, c'est bien écrit, 3, c'est fluide, 4, ça se tient, 5, on lit ça hyper facilement, 6, il y a toutes les références historiques qu'il faut, hein, là où il faut. Alors, oui, vous allez me dire, alors, elle a encore quelque chose à redire. Non, j'ai pas quelque chose à redire, parce que j'ai aimé ma lecture. Simplement, j'ai détesté la fille. Mais dès les premières pages. C'est-à-dire que dès qu'elle prend la pierre, j'ai envie de lui en coller une. Donc, non mais... alors, je sais pas si c'est bon. J'en ai parlé à quelqu'un qui me connaît bien et qui l'a pas lu, mais qui me connaît bien, on en a discuté, qui m'a dit, mais en fait, c'est un défaut, entre guillemets, c'est que tu connais tellement bien la période de la Seconde Guerre mondiale et notamment l'accession au pouvoir de certaines personnes, parce qu'en fait, l'héroïne s'appelle Aurore Henry, A-H. C'est voulu hein, par l'auteur, bien sûr, parce que toutes les dates y sont. 2023. Alors si vous connaissez rien à cette partie de l'histoire, vous allez rentrer là-dedans, vous dire ah non. Mais moi j'avais toutes les réminiscences, Munich, tout me rentrait. Il y avait les warnings de partout qui s'allumaient. À chaque mot, chaque nom de personne qu'elle a réinventé, mais avec des initiales proches ou quasiment identiques, ou avec une sonorité à l'oreille qui est très très proche, ou une description qui est physique, qui peut pas se tromper sur qui est qui. Moi j'avais une révélation, je me suis pris 1923 1943 dans la gueule. Mais du coup, c'est pas ce qui m'a gênée, parce qu'au contraire, la montée en puissance de cette femme qui va accéder non seulement au pouvoir petit à petit, qui va faire de la prison comme certains, qui va sortir, qui va être pris en charge par
d'autres personnes qui vont le financer, comme certains, qui vont l'amener au pouvoir, et qui va établir son truc, hein, en gros, qui va devenir carrément une dictateur, enfin là, une dictatrice en l'occurrence, mais alors là, voilà, elle chope la France, elle chope l'Europe, et vas-y que je t'établis une grande nouvelle Europe, hein. Voilà, à coup de trick, hein, elle y va à coup de trick et à coup de pied dans la gueule, mais elle a une faiblesse, une faille. Voilà, c'est qu'elle ne sait pas qui est sa maman, contrairement à l'autre. Qui était couvée par sa mère. Hein. Voilà. Pauvre Clara. Bref, si elle avait su. Et en fait, la dictatrice, donc Aurora Henry, est à la recherche de sa maman. Enfin, en tous les cas, elle a été adoptée par les Henry, avec qui elle s'est jamais entendue, notamment avec sa mère adoptive, et elle a le doute sur sa mère biologique. Donc il y a un filigrane de savoir qui est sa mère. On la voit apparaître à un moment donné, donc pour nous, pour le lecteur, il n'y a pas de surprise, hein, on se doute bien que c'est sa maman, mais on veut savoir comment ça a été géré, comment elle l'a abandonné, pourquoi, etc. Donc il y a quand même un gros truc qui est papouné aussi. Ça aussi, on arrive à savoir assez rapidement qui est papouné, mais c'est pas grave, c'est pas un problème. Alors, il y a des scènes qui vont pouvoir vous paraître crues, moi j'ai pas trouvé ça cru. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, mais il y a des scènes quand même... c'est cru. » Ah bon? Merde, lesquelles? Donc c'est pas du tout ça. Mais le propos, c'est que dès le début, je suis désolée Madame Ducré, dès le début, j'ai pas pu enquiller votre héroïne. Mais vraiment, c'est-à-dire que dès qu'elle apparaît, cette gourdasse, dans la cellule où elle se rend avant le verdict de son emprisonnement, mais j'avais envie, mais alors vous voyez, c'est l'archétype de la femme. Vous allez me dire que, ah, elle n'est pas féministe, Lisa. C'est-à-dire, si une femme comme ça arrive, de la façon dont elle arrive, avec le passé qu'elle a emprisonné, des propos qu'elle peut tenir, parce qu'elle a quand même des propos dès le début qui est quand même... Elle n'est pas nette déjà quand elle a la pierre d'entrée de jeu. Mais alors là, il y a le warning, c'est-à-dire que dès le début, j'ai pas pu l'enquiller. Et c'est le genre de femme que je ne suivrai pas. C'est-à-dire que alors la France est par terre, hein. Tout le monde se gèle, enfin c'est l'hiver, tout le monde a froid, on n'a plus les moyens de payer le chauffage, les gens n'ont plus rien à bouffer, le chômage a explosé, les gens vivent dans des taudis, enfin bref, il y a quand même un contexte économique qui était le contexte économique, c'est-à-dire il y a des gens qui avaient plus rien et qui leur seul espoir était un homme, voire là une femme, et qui mettent tous leurs espoirs dans une femme. Et ça, c'est très compréhensible. Mais alors, dès la, je pense, 50e page, j'étais en résistance. Voilà. Et là, c'était clair. C'est-à-dire que j'ai passé tout le long du roman en résistance. C'est-à-dire que j'étais dans le camp opposé à Aurore Henry. À chaque fois qu'elle faisait quelque chose ou qu'elle m'attraquait, je fomentais un complot. Pour vous dire, voilà. Donc, si vous aimez les anticipations, une chronique dystropie, enfin, une anticipation, parce que je pense que malheureusement ça pourrait arriver, et que vous voulez parer les coups, on va peut-être pas monter tout de suite le fan club, hein, voilà. Donc, c'est La dictatrice de Diane Ducré, chez Flammarion. C'est une bonne lecture, moi j'ai bien aimé, mais comme je vous dis, je l'ai détestée du début jusqu'à la fin. Et j'avais qu'une seule envie, c'est de lui filer des beignes à celle-là. Mais alors, elle est imbue, mais non, mais même pas, elle est imbuvable cette fille. Donc vraiment, je l'ai détestée. Mais vraiment, c'est rare que mais je l'ai détestée. Voilà. Dernier livre lu, on va y arriver, hein, vous allez voir, ça va durer 1 heure. Surtout qu'il faut que je fasse les annonces après, 1 heure. Dernier livre lu, vous savez combien j'avais adoré La petite fenêtre de cloche l'été dernier. Et donc dès que Jérôme Attal sort un livre, moi je regarde. Je lis pas forcément, j'avoue, mais je regarde. Et quand j'ai vu le titre de celui-là, au début de l'année, vous imaginez mes vues que j'ai sauté dessus. Voilà. J'aurais voulu être un Beatles de Jérôme Attal chez Le Mot et le Reste. Alors c'est un récit en fait. Hein. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi aussi, j'aurais voulu être un Beatles. Premièrement, et principalement, je crois, pas parce que c'est... voilà.
Et en plus, je suis d'accord avec à un moment donné, quand ils disent que les Beatles auraient très bien pu faire les chansons des Rolling Stones, mais l'inverse n'est pas vrai. Même si j'aime beaucoup les Rolling Stones, mais voilà. Ils sont un cran au-dessus, hein, les bêtes. Un peu comme les Beach Boys. Pour moi, c'est Kif Kif Borico. En termes de talent. Mais en fait, j'aurais aimé être un Beatles. J'aurais voulu être un Beatles pour pouvoir dire c'est moi qui ai écrit Strawberry Field Forever. Qui est pour moi, avec God Only Knows, le plus beau morceau du monde. J'enterre Blur, hein, vous avez vu que j'y vais fort, hein, j'y vais à la truelle. J'ai le droit de dire que non. Si. Strawberry Field Forever et God Only Knows sont probablement... Alors vous allez dire, ah, c'est quoi les autres morceaux? Je pense que l'autre, c'est Sympathy for the Devil de Rolling Stone. Je vous parle pas des nouveaux, hein, je vous parle pas de mes chéris absolus, etc., mais des fondamentaux, voilà. J'aurais adoré pouvoir dire que c'était moi qui avais écrit Strawberry Field. Punaise des bois. Alors en plus, il m'a replongé à Liverpool. Inutile de vous dire que j'ai queené tout le long, parce que moi, Liverpool, c'est Liverpool. J'étais dans les rues de Liverpool à chaque fois que je tournais une page. Alors c'est à la fois tendre, très british dans le sens mélancolique. Il partage en fait sa vie, des anecdotes de sa vie, qui quelquefois sont drôles, quelquefois sont tendres, quelquefois sont romanesques, quelquefois c'est complètement délirant. Mais toujours avec la plume. Il a une plume très romanesque, très dandy en fait. Et moi j'aime bien. Je trouve ça agréable à lire. Et en fait je pense que chaque lecteur peut se propulser dans sa vie avec les Beatles ou avec un autre groupe. Hein, là, bon, en l'occurrence c'est les Beatles, mais je pense que tout le monde connaît. Alors à la fin vous avez les chansons sur lesquelles ils s'appuient, comme si vous n'étiez pas au courant de qui a écrit quoi, hein, au cas où, voilà. Donc vous avez toutes les chansons sur lesquelles ils s'appuient. Vous pouvez y aller. Hein. Je pense que vous vous refaites complètement les Beatles. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé déjà quand j'ai mis le livre sur la table du salon, comme j'étais confinée avec ma maman me dit « Ah, mais je les ai tous, les Beatles !» Je fais « Mais de quoi elle me parle ?» Elle me dit « Mais si, en 45 tours !» Bon, bref, elle est allée fouiller dans sa penderie. Et effectivement, au fond, là, dans son armoire bibliothèque, où il y a tous ces 45 tours de l'époque de Mathusalem, là, c'est les années 60, où à l'époque, elle faisait le grand écart entre les Beatles, les Kings et Adamo, et Johnny Hallyday. Non, oui, si, c'est possible, si, c'est possible. Donc, bref, elle me dit, mais je les ai, les Beatles. Je dis, mais t'en as combien? Elle me dit, bah attends, tu vas voir. Et en fait, je crois qu'elle a tous les 45 tours des Beatles. Enfin, peut-être pas tous, mais elle en a une belle flopée quand même. Hein, voilà, donc elle a commencé à regarder. Elle me dit, oh, celui-là et celui-là et celui-là. Donc du coup, j'ai ressorti mes CD de compile. La rouge et la bleue, et donc on s'est refait la compile des Beatles. Donc je pense qu'on a ameuté l'immeuble, hein, donc c'est pas grave, enchanté, s'en fout. Donc Jérôme Attal, j'aurais voulu être un Beatles, donc c'est un récit, hein, donc Homo et le reste, c'est un joli récit sur la joie que peut procurer un groupe, la musique d'un groupe, que en fait vos souvenirs sont liés à de la musique, et je pense que pour beaucoup d'entre vous, peut-être tous, on a tous à un moment donné un rapport avec la musique, avec des chansons, et quand on entend la chanson, on repense à un moment, et voilà ce qu'il a fait. Alors en plus, alors ça il faut quand même le dire, et remercier monsieur Attal, parce que en fait il y a une interro surprise à la 77e page, il nous met parce que ceux qui savent pas, la pochette des Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, en fait ils avaient rassemblé une espèce de pictogramme de toutes leurs influences. Voilà, ils avaient mis tout le monde, vivant, pas vivant, enfin tous les gens qui les avaient influencés ou qui les aimaient. Et donc en fait, Jérôme Attal le fait, et il a laissé une page blanche sous en nous posant la question, ce serait quoi votre Sgt. Pepper? Et moi j'ai fait Sgt. Pepper. Voilà. Donc je l'ai posté sur Instagram pour remercier Jérôme Attal, parce que honnêtement, voilà, je vous les lis ou non? Bon, de toute façon, c'est pas secret. Hein.
j'ai mis sur Insta, donc en fait en gros. J'ai mis Pierre Soulages, Constable, Turner et Friedrich, Blur, David Bowie et Common Harmonist. Ça c'est les gens qui seraient sur mon mur. Vous voyez, ou si demain je fais une pochette de disque, ou demain un éditeur me dit il faut que tu mettes tous les gens qui t'ont influencé depuis que tu écris ou que tu es petite, etc. Ça serait ces gens-là. Donc Arthur Rimbaud, Victor Hugo et Vladimir Mayakovsky, Nikki et Chrissy Taylor, oui, vous allez voir, il y a des choses assez disparates, hein. Il y a des auteurs, des peintres, puis au milieu il y a des mannequins, et puis il y a des footballeurs, parce que j'ai mis Steven Gerrard et les Reds, quelle que soit l'époque des Reds, et les Liverbirds, Albator, Ken Loach et son Vent se lève, Oliver Stone et son Salvador, River Phoenix dans N'importe quoi, The Breakfast Club et Kenneth Branagh, puis Paul Emile Victor, le jeune homme de Bronzino, qui est le plus beau garçon du monde, un soldat, par capa, je sais exactement lequel c'est. Erwin Rommel sur une plage, une photo que j'ai à la maison aussi. McCurry et les photos qu'il a fait en Afghanistan en 1979. Jude Law dans Existence. Michael, Stipe, David, Gahan et John Taylor. Voilà. J'aurais pu en mettre beaucoup plus, hein. Mais vu l'espace, j'ai en fait cité les gens qui sont venus tout de suite. Et j'ai pas réfléchi. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit c'est pas la peine. Si tu réfléchis, c'est que il y en a plein que j'ai sûrement oublié, que j'aime et que je vous cite, et que vous allez dire mais pourquoi tu n'as pas cité, parce que j'aurais pu très très bien citer George Lucas ou des gens comme ça qui m'influencent. Mais non, ceux-là c'est bon, c'est John Pepper. Ah bon, voilà, merci Monsieur Attal. Alors ça c'était donc les livres lus. Oh mais punaise, il va falloir que je les porte, ils vont s'écrouler la tête et donc vous allez vous marrer. Mais c'est comme ça, hein, voilà. Hop là, punaise des bois. Oh, écoutez, je suis désolée, mais là... Oh, punaise. Et voilà. Donc, je sais pas comment on va faire. Oui, je me suis fait mal au coude, vous inquiétez pas. J'ai la croûte qui est en train de tomber. Je me suis viandée dans les escaliers en descendant la poubelle. Passionnant, la vie, Lisa, je vous assure. Bref, donc ça, c'était tous les livres lus. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh, punaise des bois, 10. Et donc bah, vous verrez certains en rattrapage dans le book haul de la semaine prochaine parce que je ne les ai pas montrés, donc je montrerai juste hein, ceux que je vous dirai, voilà ça je les ai achetés, ça je les ai lus, vous verrez les références. Alors on va passer juste pour les 3 dernières minutes et merci d'avoir tenu aussi longtemps. Ah oui il y avait retombé aussi, j'ai oublié, je les avais mis tout petit, j'ai oublié, pardon. En fait, au mois de juin, j'ai décidé plus ou moins de changer. Enfin, j'ai pas changé. C'est pas du tout ça. Vous retrouverez le book haul, les points lecture, les items list. Vous retrouverez aussi les tags. Parce que j'en ai 2 là qui sont à venir, qui sont sympas. Il y aura le top. Alors, il y a le top 25 de mes classiques étrangers. Pareil, hein, j'ai fait pareil que pour la liste de Sgt Pepper. Je me suis posée, j'ai dit qu'il y en a 25, tu te débrouilles. Je suis arrivée à 30, j'en ai biffé 5, j'ai failli m'arracher 4 fois le cœur. Je pense que je me suis arraché le cœur à chaque fois, hein, en gros. Je me suis auto-menacée à chaque fois que je les ai rayés. Donc, il y aura ça, donc ça c'est indéniable. Et il y aura 3 vidéos différentes. Il y aura une qui parlera de ce que vous avez vu que je vous ai annoncé pour le salon des Indés du 30 mai qui aura eu lieu et je vous ferai un espèce de petit compte rendu et je vous présenterai d'ailleurs dans le book haul de juin, vous verrez il y a 2 bouquins qui font partie, qui appartiennent aux auteurs qui seront présents ce jour-là. Donc je ferai un résumé des tables rondes. Il y en a une que j'anime qui s'appelle La Flamme Poétique et l'autre dans laquelle j'interviens qui s'appelle Hors du Temps. Sur internet, sur le YouTube écriture plurielle, il y a pas mal de vidéos qui ont été faites d'auteurs, etc. On a déjà enregistré des interviews sur des thématiques. Il y a des thématiques sur le devoir de mémoire, sur la dyslexie, sur l'orthographe, sur l'amour, sur le rapport qu'on a aux médias, etc. C'est des indés, hein, attention, c'est les indépendants du livre. C'est-à-dire c'est des auteurs en auto-édition qui sont indépendants, qui ont monté leur société, ou leur maison d'édition, pour eux, mais c'est pas des auteurs édités avec des maisons d'édition, il y en a un peu comme moi, hybrides, mais on est là-bas que pour nos livres auto-édités. Et il y aura 2 vidéos avec
des autrices, 2 autrices dans la première vidéo que j'ai rencontrées par ce biais-là et que j'avais envie de vous présenter parce qu'elles ont des univers assez particuliers. Et l'autre, en fait, c'est une discussion que j'ai eue avec Lydie Sulmona qui avait lancé une box livresque qu'elle arrête pour des raisons personnelles, professionnelles qui sont toutes à son honneur parce qu'elle est, elle est en train de monter des choses, des ateliers, etc., d'écriture et elle a plus le temps de tout faire et elle se fait fort bien ce qu'elle est en train de faire. Donc j'ai décidé, puisque j'avais travaillé avec elle sur la box de Noble Semaine et Demie, Noble Semaine en famille, ça m'avait pris 9 semaines et demie, hein, je pense, à mon avis, de préparation. Et donc j'ai décidé de faire un petit entretien avec elle pour parler d'abord comment elle était venue au box et puis qu'est-ce qu'elle en avait retiré et puis les rencontres qu'elle avait fait, dont d'ailleurs notamment une des rencontres, elle m'a dit c'était moi au Jardin des Plantes, on vous mettra le lien. Donc voilà, ça c'est les vidéos en juin, donc il y a des vidéos un peu disparates. Je vais essayer de faire un peu comme je fais dans le podcast, d'avoir des fois des invités et de vous présenter des gens que j'aime bien. Voilà. Je présente les livres, je présente les item list, donc les favoris, mais j'ai envie de vous présenter aussi des gens que j'aime bien. Si par exemple j'ai un coup de cœur pour un auteur en auto-édition qui n'est pas très connu, j'ai envie de le présenter un peu mieux, un peu plus. Donc soit je le présenterai et il sera présent avec moi, soit je ferai une petite vidéo courte, un quart d'heure, sur un livre en parlant de quelque chose, etc. et pour ouvrir le débat avec vous. Voilà. Donc on se retrouve pour le book haul et puis on se retrouve pour le résumé du salon des Indés qui aura eu lieu quand vous verrez le book haul, mais qui a lieu donc le 30 mai, donc samedi, sur www.idl-lyon, comme la ville, .fr. Là vous allez voir, il y a la page accueil, il y a accéder à la visioconférence, à la table ronde. Ça commence à 10h du matin, ça finit à 18h. Vous avez tous les thèmes. Si vous ne savez pas, allez voir dans la barre en bas, vous verrez le lien de la vidéo de présentation que je vous fais. Elle sera très courte, mais pour vous expliquer à peu près ce que c'est. Et puis bah écoutez, hein, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, je vous embrasse. Au revoir. Lisez bien. Je suis assez épatée par 10 livres. Mais comment j'ai fait pour faire ça? Enfin, bref. Je lirai peut-être pas autant, moi.